Bonjour à tous et je voulais tout d'abord vous remercier pour cette invitation. Et si j'ai accepté de faire l'introduction de ce webinaire sur le paysage au cœur des démarches participatives et peut-être plus encore de la participation au cœur des démarches paysagères, c'est qu'évidemment le sujet m'intéresse. Et ce qui m'intéresse également, c'est de participer à la réflexion d'une communauté de pensée et de pratique, celle du paysage, à laquelle je me sens proche. Mais c'est vrai que lorsque j'ai commencé à travailler, à réfléchir à ce vaste sujet et à me dire que je n'avais qu'une dizaine de minutes pour introduire nos réflexions, je me suis aperçu de la difficulté de ce qui m'était demandé. Et face à cette difficulté, j'avoue que j'ai été un peu saisi de vertige, hein. Mais une fois revenu les pieds sur terre, disons, il m'a semblé que je ne pouvais que me contenter de donner quelques éléments de compréhension, de définition, afin qu'on puisse avoir ensemble certaines bases communes de discussion pour qu'on puisse finalement ensemble évaluer dans toute leur diversité les expériences qui nous seront relatées par la suite. L'objectif, c'est aussi d'ouvrir une réflexion sur les enjeux actuels et à venir liés aux questions entrelacées de paysage, participation et d'action territoriale. On m'a demandé d'être bref, je le serai, et donc vous m'excuserez si je reste un peu général. Et donc, toute bonne introduction commence par des définitions, hein. J'ai donc commencé par ouvrir le dictionnaire. Et le Larousse nous dit participation, association des citoyens au pouvoir, à la prise de décision. Ce qui est sous-tendu finalement dans cette définition, c'est que la prise de décision politique est habituellement fonction d'un processus fermé, disons, entre experts et politiques, excluant, entre guillemets, le simple citoyen. Fonction d'un modèle linéaire où l'expert fournit des diagnostics aux politiques qui lui-même s'adosse sur ses connaissances pour prendre des décisions en fonction des valeurs et des personnes qu'il représente. Donc, finalement, la participation serait un approfondissement de la démocratie, une refonte du modèle de démocratie technocratique et représentative. Donc, la participation a une dimension subversive. Elle pose d'ailleurs une première série de questions. Qui participe au pouvoir? Qui estime-t-on légitime à se mettre autour de la table de la décision? Et puis rapidement vient une seconde question, une seconde série de questions. Qui dirige le processus de participation? Avec quel outil? En bref, comment est organisée la participation? La participation, c'est en effet toujours un moment ou un autre une question d'outils et de procédures. Alors, il y en a de multiples, cartographie participative, conférences citoyens, conseillers de quartier, les outils donc sont multiples. C'est aussi toujours une question d'organisation. À quel moment interviennent des savoirs d'experts, les citoyens, les élus? L'enjeu finalement de cette ingénierie de la participation, c'est de construire au bon moment les bons dispositifs, ceux qui permettront en particulier de neutraliser les dissymétries cognitives et de compétences entre ceux qui participent. Bon, finalement, pour compléter cette définition, il faudrait aussi sûrement évoquer la manière dont la participation est pleinement entrée dans le droit français et européen depuis les années 90, comment elle est devenue une injonction réglementaire. Mais je préférerais insister ici sur les critiques faites généralement à la participation. Alors, il y a une première série de critiques qui sont généralement celles formulées par certains élus, techniciens, administratifs, disent que finalement la participation, c'est la porte ouverte à la démagogie, à l'excès de demande de la population, au phénomène de NIMBY, comme on dit, au ralentissement de l'action publique, à la surreprésentation de petits groupes d'individus, à la délégitimation du rôle des élus, des experts, et elle peut même être mise en cause face au manque de formation des participants. Une seconde catégorie de critiques sont celles qui sont portées par ceux qui sont invités à participer et qui peuvent pointer le manque de prise en compte de la parole des citoyens, le verrouillage du débat, voire aussi la dépolitisation du débat. On sait d'ailleurs dans ce point de vue-là que dans les entreprises, le management participatif a parfois été le moyen d'évincer les syndicats, par exemple. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Finalement, le paysage là-dedans, qu'est-ce que ce morceau de territoire qui s'offre à la vue, qui s'offre au sens, vient faire dans cette affaire de démocratie, de pouvoir et de politique? On peut faire en tout cas, dans un premier temps, le constat que le paysage a été largement repensé ces 30 dernières années
À partir de cette relation politique à la dimension participative de l'action territoriale et environnementale. À partir des années 70 et plus encore peut-être des années 80, 90, le paysage sort de l'espace clos du jardin. Il n'est plus seulement le site à protéger. Il correspond dorénavant au cadre de vie quotidien des populations, à l'espace vécu, perçu des habitants. Un paysage vernaculaire en quelque sorte. Dès lors, l'action paysagère passe nécessairement par la prise en considération des pratiques et des représentations d'acteurs aux attentes socialement différenciées. Il devient dorénavant incontournable de faire participer les populations concernées. Cette nécessité de participation est encore renforcée au début du siècle par la Convention européenne du paysage qui stipule dans son article 5C que ce paysage cadre de vie doit être aménagé en tenant compte des aspirations des habitants. On assiste alors, ni plus ni moins, à l'invention d'un nouveau paysage, d'un nouveau point de vue sur l'environnement. Un paysage qui n'est plus le paysage classique de l'observateur qui, depuis un point de vue construit par une sensibilité artistique ou par une science, dit ce qu'il y a à voir, comment aménager, valoriser ce qui nous entoure. Ce paysage cadre de vie, né donc dans le dernier tiers du XXe siècle, remet complètement en cause les héritages élitistes, qu'ils soient d'ordre académique ou esthétique, sur laquelle s'est historiquement construite la notion. Autrement dit, il s'agit de l'invention d'une nouvelle éthique du paysage, c'est-à-dire un nouveau système de valeurs à partir duquel on agit. Désormais, le paysage n'est plus le regard distant de l'expert, c'est plutôt une implication des pratiques sociales, des pratiques locales, des liens socio-spatiaux. Et en étant un petit peu caricatural, je vois deux types de démarches qui se sont développées sur la base de cette nouvelle éthique du paysage et qui seront d'ailleurs abordées par les intervenants suivants. Tout d'abord, des démarches qui visent à faire participer les habitants, les acteurs locaux, à la transformation même de leur cadre de vie. On pense ici à la co-construction d'aménagements d'espaces publics où les habitants pouvaient aller jusqu'à dessiner et même construire eux-mêmes leur lieu de vie. Ensuite, des démarches dont l'objet est de faire émerger des représentations partagées d'un territoire et de son avenir. Le paysage est dès lors considéré comme une entrée démocratique dans le projet de territoire. On s'appuie ici sur le caractère non technocratique, accessible et par conséquent facilement appropriable par le plus grand nombre du paysage. Un paysage, en somme, médiateur. Si les démarches sont, dans les deux cas, participatives, ouvertes sur les différentes expériences et types de savoir, le paysage est dans un premier cas l'objet sur lequel on agit et dans un second cas l'outil qui rend possible l'action territoriale. Je sépare ces deux types de démarches ici pour la clarté du propos, mais en réalité, elles ne sont pas du tout antithétiques. En réalité, elles se nourrissent et peuvent même se développer de manière concomitante. Et je crois qu'on va voir ça dans les interventions suivantes. Elles partagent d'ailleurs de nombreux points communs. Dans les deux cas, elles remettent en cause la définition même de l'objet de l'action, les temps du projet ou encore son organisation. Reste, me semble-t-il, le problème non résolu de l'évaluation de ces démarches. En effet, comment évaluer le rôle d'un diagnostic en marchant, d'une exposition collaborative, de projection débat dans le processus général d'un projet de paysage? C'est donc autour de ce lien entre paysage, démocratie et participation que depuis 30 ans sont menées des démarches paysagères innovantes et que l'action publique paysagère a été en grande partie repensée. Je crois que nous n'avons pas fini d'explorer cette voie et que beaucoup de choses restent à imaginer, à expérimenter. Il me semble même que c'est dans ce cadre de pensée, de pratique, que se situera pour une large part, dans les décennies à venir, la problématique des démarches paysagères. Pourtant, si le triptyque paysage, participation, action territoriale continue d'être pertinent, la question se pose aujourd'hui de manière un peu différente. Tout simplement car le monde connaît de profonds bouleversements. Et tout d'abord, disons que l'impératif délibératif, pour reprendre l'expression de Loïc Blondiaux,
est plus que jamais nécessaire. Face à la montée des populismes, à la défiance généralisée vis-à-vis des experts et de la perte de confiance envers nos politiques, quand à l'heure des réseaux sociaux, l'invective, ce qu'on appelle le clash, devient un mode commun de la délibération, plus que jamais, la participation est nécessaire. Dans cette mondialisation que certains qualifieront de néolibérale, qui localement fragilise les populations et les territoires, en particulier les territoires non métropolitains, assurément, les solutions seront collaboratives et concertées. Par contre, dans ce contexte de mondialisation, les enjeux liés au paysage ont, me semble-t-il, en partie changé. Ils tournent de plus en plus autour de la question environnementale, compris comme celle qui renvoie aux inquiétudes écologiques contemporaines. Érosion de la biodiversité, réchauffement climatique, transition énergétique et j'en passe. Or, cette question environnementale se pose et est dorénavant posée à l'échelle planétaire. La question de l'environnement est désormais vue depuis, disons, une vision satellitaire, quelque peu hors de l'expérience commune, en dehors du paysage vécu par les populations. Comme l'a bien montré, par exemple, Laurent Simon sur les forêts puits de carbone, certaines de mes recherches et celles de Régis Barrault sur les opérations de restauration écologique des cours d'eau dans l'ouest de la France, et plus récemment Guillaume Blanc sur la mise en réserve des territoires africains, l'action et l'ingénierie écologique passent en quelque sorte de la planète à la parcelle, sans intermédiaire, sans aussi de société locale, d'histoire environnementale, ni de sensibilité paysagère, souvent à marche forcée, avec un déficit de négociation. Et face aux enjeux globaux, planétaires, que peut le paysage? Que peut ce morceau de pays qui s'offre à nos sens? Qu'est-ce que ce paysage a à nous dire qui pourrait résonner à l'échelle de la planète? Je crois que le paysage peut constituer ici un espace, un objet intermédiaire entre les problèmes globaux et l'avènement de solutions locales concertées. C'est peut-être d'ailleurs, paradoxalement, dans sa modestie même, sa finitude, son caractère trivial, que le paysage peut porter les termes d'une reformulation de la problématique environnementale planétaire. En se fondant sur tout l'héritage théorique et pratique que j'ai présenté précédemment, le paysage peut être considéré comme un outil pour appréhender, penser et faire percevoir la complexité socio-écologique de nos environnements, mais aussi pour mettre cette complexité à la portée d'une action concertée, délibérée. Le paysage, une entrée particulièrement pertinente pour articuler exigences de démocratie et action environnementale, enjeux globaux et développement local. Il me semble aujourd'hui donc fondamental de resituer, le paysage et la problématique paysage, participation et action territoriale au sein de ces grands enjeux globaux, contemporains, planétaires, et de réaffirmer dans cette perspective les vertus d'un paysage participatif telles qu'elles ont été énoncées précédemment. Mais pour ce faire, je crois qu'il est impératif de faire exister une communauté de pensée et d'action, de réflexion et d'expérimentation qui puisse porter ces propositions. En effet, ce qui a porté le paysage et la participation dans les années 80-2000, ce sont les grands programmes de recherche pluridisciplinaires, les politiques publiques qui soudaient une communauté paysagère. Il y avait en effet à ce moment-là une très forte mobilisation des acteurs sociaux et politiques autour de la question du paysage. Or, il me semble que cette dynamique est aujourd'hui moins forte, que face à ces enjeux planétaires, le paysage est en quelque sorte passé au second plan. Et c'est donc pour cette raison qu'il est si important que vivent des réseaux pluridisciplinaires comme le réseau Paysage Nouvelle-Aquitaine pour porter ces questions de paysage, de démocratie et d'action territoriale participative, les expérimenter, les réinventer face aux enjeux globaux. Et c'est aussi pourquoi une journée de réflexion comme celle d'aujourd'hui est si importante. Et c'est enfin dans cette perspective que je souhaite que nos débats soient les plus enrichissants possibles et qu'ils contribuent à réinventer collectivement les démarches paysagères participatives de demain. Merci à tous pour votre attention.